qui a réuni toutes les fédérations, a mis en place un bureau de transition. Parce que on n'est pas arrivé à adopter les textes, on n'est pas arrivé à mettre en place un bureau, il y avait des problèmes, et comme dans toutes les structures, on a mis en place un bureau de transition destiné à diriger le parti entre 6 et 2 ans. Et dans ces 6 et 2 ans, on essaie de trouver le consensus nécessaire pour retourner à un congrès extraordinaire pour mettre en place un bureau de consensus. Voilà un peu au quart ce qui s'est passé. Je ne sais pas d'où vous tirez l'autre lecture. Il s'est fait que 4 semaines après ce congrès, des dissidents sont allés organiser un doublon de congrès. Un parti ne peut pas organiser un congrès en 2 congrès en 4 semaines. Ils sont allés organiser un doublon de congrès et suivant les invitations que vous avez reçues, ils ont mis sur l'invitation reprise du congrès. On ne peut pas faire un congrès, le clôturer, parce que quelqu'un, au moment où on annonçait les résultats du congrès, est monté sur la table sans aucun respect pour casser des micros devant 242 personnes et vous allez dire que non, que le congrès a capoté. Non, ils sont allés organiser un doublon de congrès avec des falsifications de signatures, des violations de nos textes et ont mis en place un autre bureau. À partir de ce moment, ce bureau-là ne représente rien et ce congrès n'est pas un congrès légal et légitime. Nous avons déposé... Donc vous ne reconnaissez pas le bureau actuel qui travaille au nom du CAR? Mieux. Nous avons déposé une assignation en justice. Et vous êtes aussi au courant. Oui. Dites, les journalistes on sait bien que c'est une affaire qui est au tribunal. Maintenant, monsieur Kissi. Comme si ce qui s'impose à vous, c'est ce que le pouvoir supporte. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait la lecture des choses? Et on a déposé le dossier devant le tribunal. L'affaire est pendante devant le tribunal. Alors, si une affaire est pendante devant le tribunal... Quand vous devez venir, vous ne venez pas au tribunal des fois, ni votre avocat. Nous avions appris cela. Non, c'est nous qui avons assigné. Oui. Vous comprenez? C'est nous qui avons assigné. Monsieur Joachim, quand vous allez assigner quelqu'un devant un chef ou devant le tribunal, c'est nous qui avons assigné. Vous ne pouvez pas ne pas aller assigner. Nous ne venons pas comment nous avons assigné. Donc, sur l'assignation au fond, nous avons introduit le dossier en référé et le juge, le référé a dit qu'il est incompétent, qu'il renvoie le dossier au fond. Effectivement, nous avons amené le dossier au fond. Et quand nous amenons le dossier au fond, qu'est-ce qu'on fait? Quand on appelle le dossier, on appelle celui que nous assignons à venir répondre. Ou bien c'est pas comme ça. Quand vous allez convoquer quelqu'un chez le chef, mais c'est celui que vous avez convoqué qu'on appelle et c'est à lui on demande, on est venu déposer ça contre toi. Qu'est-ce que tu en dis? Mais il s'est fait que quand le dossier a été appelé, ils ne sont pas venus, ni aucun avocat ne les a représentés. Nous, on n'a pas déposé parce que Jean Kissi est allé déposer, c'est un avocat qui a déposé. Donc ceux qui vous disent qu'on n'est pas venu, c'est du mensonge parce que ce n'est pas nous qui devons venir. C'est nous qui avons convoqué quelqu'un de venir. Donc devions-nous considérer qu'on est encore en face de 2 cas aujourd'hui. Et le dossier est pendant devant le tribunal de grande instance de Lomé. Mais l'autre camp travaille déjà au nom du grand CAR. Mais nous travaillons aussi déjà. Nous travaillons aussi déjà. Les réunions que nous avons organisées à Vaughan, les réunions que nous avons organisées dans le Vautrois, les réunions que nous avons organisées à Tchekpo, les réunions que nous avons organisées à Couvé. On n'a pas invité les journalistes pour venir observer parce que ce n'est pas encore le moment. Mais nous travaillons et nous aurons une grande rentrée politique bientôt. Donc il y a les 2 organisations. Ce que vous devez comprendre, c'est que le dossier est pendant devant le tribunal. Et que ça, il faut le répéter avant qu'on ne comprenne. Et quand est-ce que cela sera tranché? On nous appelle encore pour le 23 janvier. Donc le mardi prochain, janvier, vous allez vous retrouver encore le mardi au prochain, tribunal. On est appelé au tribunal. Et il est question que le tribunal arrive à trancher cette affaire rapidement. Donc vous ne pouvez pas vous entendre, vous, les héritiers d'Agboibo, pour vous comprendre et puis rapidement quitter cette étape et aller à la suivante? On est en mesure de s'entendre. C'est ce que nous souhaitons le plus. Oui. Mais à partir du moment où les militants dans leur ensemble, toutes les fédérations, ont dit faites une transition. C'est au sein de la transition que nous pouvons nous entendre. Nous, on est ouverts au sein de la transition pour pouvoir s'entendre. Mais à partir du moment où des militants de la dernière heure croient créer une dissidence et partir, vouloir prendre le parti au ténor, à partir de ce moment, nous sommes obligés de limiter les frais. Mais si tout le monde a la bonne volonté de revenir à la maison et de dire on va traiter une affaire à la maison, qu'est-ce qui se passe généralement chez nous? On dit... Et mi quoi pour poser la mais il est dossier à Bova.
C'est pas comme ça, on dit, si vous arrivez à vous entendre à la maison, vous allez ramener le dossier à la maison, c'est clair. Dit, la branche transition est disposée à trouver quand même une pirouette pour pouvoir que, pour que vous puissiez tous ensemble revenir avec un bureau national pour l'ensemble de la population. C'est clair, et il y a des preuves, puisque Togbe Dagban nous avait appelé pour faire une concertation, et ça aussi vous êtes au courant, Joachim. Dites les informations. Il nous a appelés et nous sommes allés au complet. C'est eux qui ne sont pas venus. Oui. Donc ça aussi, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous l'avez. Et désormais, dites-le aux populations. Alors, monsieur Kissi-Jean, vous avez dit, c'est clair déjà que vous allez vous retrouver encore devant les juges. Et ce sera le mardi prochain. Ouais. Maintenant, la question suivante. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le mandat de l'actuelle législature est arrivé à terme. Exact. Mais il continue par travailler. Comme vous aussi, vous aviez continué par travailler avant que l'élection de 2020 ne soit organisée. Très bien. Vous posez bien la question. Parce que j'ai suivi sur plusieurs médias des gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé et qui ont répondu en biais. Aujourd'hui, ça nous permet, pour quelqu'un qui est dans le cas, qui a assisté à la chose, d'expliquer les choses aux populations. Alors, lorsque une assemblée, une institution, un organe, même nommé, termine son mandat, un organe mis en place par une loi ou mis en place par une autorité. Donc je veux dire, une assemblée est mise en place par une loi. Un conseil est mis en place par une loi. Et présidé par, la mise en place présidée par le préfet. Laissez, hein, si ce n'est que ça qu'on arrive à expliquer pendant l'émission, c'est important pour les Togolais. Ou un chef de gouvernement nommé par le président de la République. Donc c'est des organes. Lorsque un de ces organes arrive à la fin de son mandat et qu'il doit continuer son travail, il évacue les affaires courantes. Notez-le. Et dites au monde. Donc il expédie les affaires courantes. Il expédie les affaires courantes. Lorsque vous avez un mandat, on vous donne un mandat en main. Même pour gérer des terrains de quelqu'un. Lorsque la période du mandat qu'on vous donne est finie, mais quelqu'un n'est pas venu et que de toutes les façons vous devez continuer par officier, vous évacuez les affaires courantes. C'est même pas une affaire de droit, c'est une question de raison. Vous évacuez les affaires courantes. Voilà un peu. Quand on nomme un premier ministre, son mandat arrive à la fin. Et on dit, il donne la démission de son gouvernement. Qu'est-ce qu'on dit? Il reste en place, il évacue les affaires courantes. Quand dans les régimes parlementaires, on élit un premier ministre, comme en Allemagne, comme dans les pays, la plupart des pays européens, c'est des régimes parlementaires. Donc, on veut dire qu'on organise des élections législatives, l'Assemblée élit un premier ministre, et que le mandat de ce premier ministre arrive à la fin, et qu'on n'arrive pas à nommer quelqu'un d'autre pour raison de force majeure. Qu'est-ce qu'il fait? Il évacue les affaires courantes. Voilà. L'Assemblée qui est là, dont le mandat est terminé, ne peut pas aujourd'hui prendre les 4/5e et changer notre constitution alors que son mandat est terminé. En principe, c'est pour ça. Et pourquoi ils sont en place? Ils sont en place en cas de force majeure. Et c'était notre cas. Je t'explique. Au moment où notre mandat était fini, en septembre 2018, il y avait la crise Tipeee. Le pays était dans l'explosion. On était en négociation au Ghana. Sous l'égide de la CEDEAO. De la CEDEAO au Ghana et en Guinée équatoriale. Moi-même, pour un certain temps, j'étais au Ghana. Parce que vous vous souvenez, on s'est battu à l'Assemblée. Vous vous souvenez de cette boxe à l'Assemblée? Et le Ghana, le gouvernement ghanéen m'a appelé pour expliquer les choses. Pendant que je revenais du Ghana, les autres étaient partis chez Alpha Condé pour négocier les 8 représentants la CENI. Donc on était en pleine crise. C'est ce qu'on appelle cas de force majeure. Et c'est pour ça que notre Assemblée a fait 2 mois de plus. Parce qu'il y avait une crise et il y avait des négociations. Donc, il faut que le gouvernement donne la raison pour laquelle cette assemblée, qui est une assemblée monocolore, n'a pas pu organiser les élections. Et c'est pour ça que quand j'écoute un certain nombre de juristes, je suis ahuri. Ou j'écoute des responsables politiques, je suis ahuri. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se basent, ils accoutent leur position, leur prise de position ou leur point de vue sur une disposition de la loi actuelle. Oui, mais la disposition de la loi, est-ce que la disposition de la loi annule le fait qu'on dise qu'ils ont un mandat de 5 ans? Une loi, c'est une succession de dispositions. Pourquoi on ferme les yeux sur une disposition et on ne prend qu'une disposition? Mais ça, c'est une incongruité due normalement à des gens, à des dictateurs. Ou quand on fait une constitution, on modifie une petite chose, on ne modifie même pas le mandat, mais on dit à cause de ça, la constitution est redevenue 0.
Donc, on dit les comptables sont mis à zéro. Mais non, en votre temps, il n'y avait même pas cette disposition. Pourtant, vous avez prorogé aussi votre mandat de 2 mois. Vous venez de le dire. Oui. Et le même cas similaire s'est produit également en 2012 où le mandat était arrivé à terme, mais le CST manifestant, alors l'élection n'a été organisée que le 25 juin 2013. C'est ce que je dis, que c'est des cas de force majeure. En cas de force majeure, il est normal que l'institution puisse, au moment de la fin de son mandat, évacuer les affaires courantes. Ah, d'accord. La question est de savoir aujourd'hui, mais quel est le cas de force majeure, alors qu'ils ont tout le pouvoir en main, alors qu'ils ont toute l'Assemblée de leur côté? Quel est le cas de force majeure qui les empêche d'organiser les élections? Vous croyez que des juristes peuvent aller annoncer sur la paresse du gouvernement qui, ayant tout en main, ayant tout l'argent, le dilapidant, n'est même pas arrivé à organiser les élections? Joachim, expliquez-moi pourquoi le gouvernement n'est pas arrivé à organiser les élections. Mais pas à vous de le dire, sinon je ne suis pas au gouvernement. Ah oui, mais alors posez-leur la question. C'est vous les journalistes, le peuple a besoin de savoir. Et c'est vous qui êtes ceux qui sont entre le peuple et le pouvoir, et nous les politiciens. Voilà que vous avez encore certains acteurs politiques qui se retrouvent au niveau du cadre permanent de concertation. Et la question... Non, posez-moi des questions. Posez-moi des questions, parce que ce que vous appelez là, le cadre permanent de concertation là, c'est un machin au main de unir. Les gens qui sont... Mais, donc rien de bon ne peut provenir mais qu'est-ce qui est sorti de là? Amen. Le cadre permanent de concertation a été mis en place. En fait, la CNAP et le cadre permanent de concertation, quand vous en faites la lecture, ils ont été mis en place pour enterrer le PNP et pour enterrer les faits à Agbéomé. Quand vous sondez, c'est ce qui a été fait là-bas. C'est ce que moi j'ai noté, puisque j'étais le représentant du cadre permanent de concertation. Et vous aviez claqué la porte. Voilà. Monsieur Kolani, ancien président par intérim, a été une fois. Et puis le parti a décidé que j'y aille. J'ai été 2 fois à chaque ouverture pour dire. Donc à chaque ouverture, quand on a été, j'ai dit les sujets qu'il faut résoudre et permettre de régler la crise togolaise. C'est pour ça qu'on met ça. C'est pour ça qu'on met un cadre en place, non? Et tous ces sujets-là, j'en ai évoqué au plus 5. Mais tous ces sujets sont battus en brèche. Ça veut dire que ce qu'on cherche, ce n'est pas de régler la crise togolaise, on cherche à enterrer quelqu'un, à enterrer un parti, etc. Et des gens s'y associent. C'est vrai qu'il y a des gens qui réclament des choses là-bas. Je ne crois pas que Jean-Pierre Fabre va rester bouche bée là-bas. Je ne crois pas que le professeur Oulou va là-bas et reste bouche bée. Mais qu'est-ce qu'ils sont parmi tout ce groupe-là qui s'organise pour faire ce qu'ils doivent faire? La preuve, aujourd'hui, Maître Apevon a participé à la Sénap. Mais Maître Apevon ne participe pas au CPC, les FDR. Et c'est la raison pour laquelle Maître Apevon n'a pas eu de membres à la CENI. Comment on peut comprendre qu'un parti qui a eu 33 conseillers et qui a 3 maires n'a personne à la CENI, alors qu'un parti qui n'a même pas 10 conseillers a quelqu'un à la CENI? Parce que, ayant refusé d'aller au CPC, on le punit. Si tu ne veux pas venir au CPC, tu n'auras pas... Non, soyons sérieux. Donc c'est comme ça que vous faites la lecture par rapport aux représentants envoyés à la CENI? Mais est-ce que les faits que je cite, les faits sont faux? Est-ce que vous savez le nombre de conseillers qu'il y a? Oui ou non? Oui. Vous savez le nombre de maires qu'il a? Oui ou non? Il en a dans le Vaud 3, dans le Vaud 1 et puis chose. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un parti qui n'a même pas le tiers de tout ça et qui a un membre à la CENI? Donc je mens. Vous faites allusion au PSR. Est-ce que je mens? Non, oui. Maintenant, deuxième chose. Comment peut-on comprendre qu'un parti qui a 2 députés à l'Assemblée nationale n'a pas de membres à la CENI, mais un parti qui a 1 député à l'Assemblée nationale a des membres à la CENI? Comment vous organisez ça? Comment vous comprenez ça? La République, c'est ça? Vous faites allusion à quel parti ou bien quels sont ces partis-là? Le MPDD a combien de députés à l'Assemblée nationale? 2. Et Innocent Kagwara, PDP a combien de députés à l'Assemblée nationale? Non, PDP a combien de députés à l'Assemblée nationale? Le PDP a un député. Le PDP a quelqu'un à la CENI. Avec le voilà, maître. le PDP a quelqu'un à la CENI. Et le MPDD n'a personne à la CENI. Son président est dans le maquis. Oui, voilà. Mais le parti est là. Il n'y a personne sur le terrain. Est-ce qu'on a demandé d'envoyer quelqu'un et ils ont refusé. Alors, Joachim, faisons la lecture. C'est bon que nous fassions ces émissions, même si on n'a pas beaucoup de temps. Parce que les gens n'ont pas l'histoire en tête. Même quand vous êtes membre de l'Assemblée nationale et que vous avez droit à quelqu'un à la CENI, si vous ne venez pas, vous n'envoyez pas encore les noms,
on ne vous remplace pas par quelqu'un d'autre. Rappelez-vous de nous. Nous, on avait des membres à la CENI avant la crise Tipeee. On avait des droits aux membres à la CENI. Mais quand on a composé la CENI devait avoir 17, je crois. Quand on a composé, on a mis 14. On voulait nous donner 3, on a refusé que ce n'est pas 3 qui nous reviennent. Mais vous vous souvenez qu'on n'a pas remplacé ces 3-là, on nous a laissé la place. Donc ça veut dire que si c'est au titre de membres à l'Assemblée que vous avez le droit d'avoir des membres à la CENI, même quand vous n'envoyez pas, le poste reste là jusqu'à ce que vous envoyez quelqu'un. Il semble même qu'il y a une vice-présidence à l'Assemblée nationale qui est toujours vacante. C'est comme ça en fait. Mais comment se fait-il que dans ces conditions-là, quelqu'un a des députés, il n'a rien, et quelqu'un d'autre a un député, il envoie un membre à la CENI. Et quelqu'un a un nombre de conseillers, il n'a pas, etc. Et quelqu'un a le tiers, moins du tiers, et il a, et vous dites que c'est PC. Oh, Joachim. Joachim est noir. Non, mais monsieur Kissi, somme toute, l'Assemblée nationale, d'aucuns avaient dit que son travail actuel est illégal. Vous, qu'en dites-vous au niveau du CAR transition, si je peux le dire ainsi? Au niveau du CAR, le bureau de la transition, vous pouvez le dire, des choses comme ça. Non, l'Assemblée nationale est délégitimée. C'est le terme qui est. L'Assemblée nationale est délégitimée. Quand vous avez un mandat en bonne et due forme, on vous vote pour ce mandat-là. Et le mandat est arrivé à sa fin. Ça veut dire que vous n'avez plus la légitimité qu'on vous a donnée. Et ça veut dire que demain, si les gens ont la force, ils peuvent contester ce que vous faites. Donc l'Assemblée nationale est délégitimée. Et dans le cas d'espèce, il faut nécessairement des discussions. Une assise. C'est ce que nous avions fait. S'il n'y avait pas l'assise de la CEDEAO, il était difficile pour nous. 2 février. Voilà. Et puis au Ghana, on allait au Ghana en séance, il était difficile pour nous de rester en fonction. Et c'est M. Kandapa qui dirigeait les rencontres avec un certain Timbou de... Timbou Camara, qui aujourd'hui, la roue tourne. La roue tourne et elle tourne toujours, Joachim. C'est pour ça que moi je reste humble dans ma vie. Ceux qui croient ils ont la force, ils ont l'armée derrière eux, ils ont... La roue tourne. Elle a tourné partout. Elle a tourné au Niger, elle a tourné au Gabon. Et la roue continuera de tourner si les gens ne veulent pas ouvrir les yeux et faire la lecture. La roue tourne. Elle tourne. Et on doit tirer les leçons. Et c'est pour tout ça que quand nous nous disons au CAR qu'il faut bien faire les choses, nous le disons pour le bien de l'opposition, mais nous le disons pour le bien du peuple, et nous le disons pour le bien du parti au pouvoir aussi. Parce que même au parti au pouvoir, ils ont des enfants. Au parti au pouvoir, il y a des gens qui ont 18 ans, qui ont 20 ans. Et il y a les questions d'avenir. Je vous donne un seul exemple. Pour lesquels les gens doivent essayer de s'écouter, de nous écouter. Quand vous organisez des élections, il y a une crise. Et le jour de la prestation de serment du président, un chef du plus grand bataillon meurt, assassiné dans son bureau, et que ça devient une affaire de l'état-major. Mais nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment faire pour qu'il n'y ait pas de répétition? Et le procès a eu lieu. Et vous dites que des gens sont condamnés. Et des gens sont condamnés. Voilà. Et dans ce procès-là, on dit que celui qui est l'auteur, on dit qu'il a eu moins d'années que celui qui est, je ne sais pas. On ne va plus refaire. Non, laissez-nous discuter des problèmes politiques togolais. Parce que c'est là, ce n'est pas du procès que je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui au moins, il y a quelqu'un au pouvoir qui est sûr, qui maîtrise les forces qui sont dans le pays. Mais imaginez un seul instant que c'est une élection où il y a eu, où un opposant a été déclaré vainqueur et que finalement le pouvoir a accepté. Et que finalement, ces faits se passent le jour de la prestation de serment dans un camp militaire. Celui qui est venu, après la prestation. C'est juste après la prestation. Juste après la prestation. Mais celui, la nuit qui a suivi. Le nouveau qui est venu au pouvoir, il va avoir peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le chef du grand bataillon meurt au jour de la prestation de serment. Si c'était moi qui ai été élu et que faudrait accepter que non, finalement, ouais, j'ai été élu. Dans mon bureau le lendemain, vous croyez que je serai tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça qu'il faut régler les problèmes politiques pour qu'il n'y ait pas ce genre de peur, pour que la situation soit totalement calme et qu'il y ait de la visibilité. C'est pour ça que nous demandons une assise nationale pour régler les problèmes au-delà de ce qui se fait au CPC. Le CPC, ou bien un cadre plus élargi que le CPC est une blague. C'est monsieur Kissi Joël, Kissi Jean Joël, qui est acteur politique que vous connaissez très bien. Alors, monsieur Kissi Jean,
au niveau du CPC, par rapport au nombre de députés, proposition a été faite comme quoi il faut aller à 117 députés pour couvrir toutes les communes du pays. Alors, quelle lecture vous, en tant qu'acteur politique, vous en faites? Non, déjà, avec les 91 députés, oui. Lorsque moi j'étais à l'Assemblée nationale, les pays limitrophes et des gens, même à l'international, considéraient qu'on était un peu pléthorique. Bon, nous, on a considéré que c'est les conditions dans lesquelles les choses ont été créées ici, c'est les bases que nous avons posées qui ont fait qu'on est pléthorique. Parce qu'on a dit, à la limite, dès le début, 2 députés au moins pour chaque préfecture. Oui. En disant ça comme ça. Et en multipliant les préfectures, voilà, dans du gerrymandering, dans le fait d'équilibrer les trucs entre une partie du Togo et l'autre, en faisant comme ça, c'est que la base est déjà faussée. On serait déjà dans le pléthore. Et maintenant, au-delà de ça, maintenant, les gens demandent encore d'augmenter. Alors, moi, en tant qu'acteur, je ne vais pas m'opposer à une augmentation des députés, mais je trouve que ça va bouffer encore le budget de l'État par rapport à la situation de misère. Le Togo n'est jamais arrivé à la situation de misère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est dans cette situation de misère qu'il faut augmenter le nombre de députés? Il faut que chacun fasse son examen de conscience et sache ce qu'il fait au nom de ce pays. Mais M. Abdo, Nicolas s'est expliqué longuement sur la question ici, puisque c'est le cas qui a fait la proposition. Mais est-ce que vous avez été consulté? Non, non, pas du tout. Non, et puis, moi, j'ai pas compris. On a dit, la proposition disait un député par commune. Ou bien pour chaque commune. Pour chaque commune. Monsieur Joachim, c'est tribaliste. Pour prendre en compte les réalités de chaque commune en matière de développement. Un député est le député de toute la nation. Oui. Vous savez, la première chose qui saute aux yeux, comment pouvez-vous, si vous voulez vraiment de l'équilibre, si vous êtes quelqu'un de juste, comment pouvez-vous donner un député au Golfe 1, qui a plus de 350 000 habitants, et donner en même temps un député à Dany 2, qui a 19 000 quelque chose habitants? Il y a combien de fois 19 000 dans 350 000? Joachim, c'est juste ça? Est-ce que c'est juste? Pour moi, Dany, compte tenu de son relief, doit avoir 2 députés. Mais par conséquent, il faut alors évaluer de manière équitable, pas de manière égale. Il faut évaluer de manière équitable. Généralement, comment ces choses se passent? Vous avez le même exemple dans le... vous avez l'exemple que les gens peuvent suivre si les gens eux-mêmes n'ont pas l'intelligence politique pour faire les choses. Quand vous prenez la composition du conseil régional, on dit 21 conseillers pour les régions où la population est inférieure ou égale à 1 million d'habitants. 31 pour la population comprise entre 1 million et 1 500 000 habitants, etc. Quand vous prenez pour les conseillers municipaux, pour les élections municipales que nous avons faites, c'est le même schéma qui a été développé. 50 000 pour 11 pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50 000 habitants, 15 pour les communes dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants. C'est comme ça qu'un découpage se fait. On fixe d'abord un premier chiffre, on peut dire chaque préfecture a au moins 2 députés. Et donc, pour chaque préfecture jusqu'à 150 000 habitants, voilà, c'est la configuration. Mais à partir de 150 000 habitants, chaque 100 000 habitants supplémentaires donnent droit à un député. Ou même que chaque 150 000 habitants donnent droit à un député. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut bloquer en disant dans les grandes agglomérations que le nombre limite, il va y avoir un plancher et un plafond. Que dans les grandes agglomérations comme Lomé par exemple, que le nombre limite c'est 13. Ou 20 voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais on ne peut pas aller dire, pendant que une commune qui a 350 000 habitants a un député, aller dire qu'une commune qui a 19 000 habitants ou 20 000 habitants a aussi un député. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est égal? Comment on peut être un démocrate? On peut être quelqu'un qui est pour la justice et on peut faire des propositions comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argumentation derrière, c'est que quand il y avait les députés, que les députés, chacun défendait les causes de sa préfecture. Et c'est pour ça qu'il y a mieux qu'un député par commune. Joachim, c'est faux. Pourquoi? Quand vous vous souvenez de nous, notre assemblée, vous vous souvenez d'un certain nombre de députés. Il y avait moi, il y avait Manavi, il y avait Kampatib, qui intervenaient sur la plupart des interpellations sur les dossiers.
Quand le problème de la faune s'est passé à Mango, qui a fait l'interpellation? C'est moi. Allez fouiller. C'est moi qui ai fait l'interpellation. Mais, on ne vous avait jamais vu là-bas sur le terrain faire des actions avec les populations. Mais je vais souvent à Mango. Je vais souvent à Mango avec des gens. Et c'est pour ça que je comprends le problème de Mango pour faire l'interpellation. C'est moi qui ai fait l'interpellation et les ministres sont venus. Quand le problème de Ouassem s'est posé et un tank a explosé, vous vous souvenez? C'est moi qui suis allé. C'est moi qui suis allé. Voilà, j'étais député de Vaud. Alors, c'est un mensonge que de dire que le député est le député de toute la nation. Bien sûr, il n'a pas un mandat impératif. Il n'a pas un mandat impératif. Et moi, j'ai travaillé sur tous ces sujets-là. Voilà un peu ce que je considère. Et c'est là où je considère que je ne sais pas à quel jeu on peut jouer en allant faire cette proposition-là. Pourquoi? Oui, alors, faut-il aujourd'hui aller à une élection générale ou pas? Dans le schéma actuel. Oui. La question qui se pose n'est pas une question d'aller à une élection générale ou pas. La question qui se pose est que les mandats des députés ou un certain nombre d'institutions, les gens sont délégitimés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous disons qu'il faut aller à des élections générales, mais ça veut dire qu'en disant ça, nous disons qu'il faut que tout le monde aille aux élections en 2025. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait de l'Assemblée monocolore que nous dénonçons depuis 2018 et que c'est avec pression des chars dans la rue qu'on a pu organiser ces élections-là? Vous vous souvenez de cette période-là, de 2018, et que nous avons contesté. Mais est-ce que ceux qui ont contesté là peuvent dire aujourd'hui que cette Assemblée monocolore n'a qu'à rester? Non. C'est-à-dire que peut-être vous aurez entre-temps discuté. Oui, mais il faut proposer d'abord. C'est-à-dire qu'en disant ce que vous dites là, c'est comme si on dit il faut réformer l'office du BTS. Je donne un truc. On dit qu'il faut réformer. Ça a été réformé. On dit qu'il faut réformer l'office du BTS et faire en sorte que tous les examens soient des examens nationaux. Ne soient plus des examens faits par les écoles. Pour que les faits soient uniformisés. Et puis, vous appelez un groupe d'enseignants et vous leur demandez, et ils disent, et vous leur posez la question, et ils disent, il faut changer d'uniforme. Mais quel est le rapport? Le président Faure qui a l'habitude de dire que je ne vois pas le rapport. Quel est le rapport? C'est-à-dire qu'on dit, des institutions sont délégitimées. Et nous considérons que c'est des institutions monocolores. Et c'est le problème qui se pose sur la table. Et dont la NC parle, et dont la DMP parle, et dont les FDR parlent, et dont la classe politique parle. Et puis vous allez, vous dites qu'il faut organiser des élections générales. Est-ce que c'est ça le problème qui se pose? Oui, pour eux, c'est question de budget. Organiser des élections en 2024, 2025, on en organise encore. Est-ce que l'État a les moyens? Oui, mais sur le problème, le problème qui se pose, le problème est que l'Assemblée est arrivée à la fin de son mandat. Oui, on ne refuse pas. Oui, et c'est la question qui se pose. À partir de ce moment, que faut-il faire? C'est avant d'aller vers faire des élections générales, vous devez, ce que les gens attendent de vous, c'est que vous proposiez que, nous, on veut que cette assemblée-là, on mette en place une assemblée de transition. Ou le gouvernement qui est issu de cette assemblée, on veut que le gouvernement démissionne. C'est ce que nous pouvons réclamer. Nous, au cas, on considère que le gouvernement doit démissionner. Qu'on aille dans des discussions. Et qu'on mette en place un gouvernement de transition et une assemblée de transition. Voilà. Et nous pouvons dire à la suite de ça, la conséquence de ces réformes-là, c'est que on peut repousser toutes les élections et les organiser. Mais quand vous ne dites pas ça, on vous demande, l'Assemblée est délégitimée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous dites qu'il faut organiser des élections générales. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut maintenir cette Assemblée encore monocolore en place? Voilà. Alors, et pour aller peut-être à des discussions, je ne sais pas encore, mais le chef de l'État pensait que non, il faudrait solliciter encore les services de Pascal Bojona, que vous connaissez très bien. Comment avez-vous accueilli ça, le fait qu'il soit rappelé aux affaires à travers le titre Conseil spécial chargé des affaires politiques? Moi, je ne fais pas des débats sur les personnes, mais je fais les débats sur ce dont le pays a besoin. Alors, ce que moi j'ai compris, et dans un certain nombre de discussions, de causeries avec Pascal Bojona lors d'un certain nombre de manifestations, c'est qu'il a dit des choses, même si on n'est pas des mêmes camps, qui sont positives. Et il y a un élément qui me retient. Et si c'est ça qui guide ses pas, c'est une bonne chose.
à chaque fois, il a l'habitude de se moquer du fait qu'on soit allé à Togo Télécom 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Togo Télécom 2. Avec Monseigneur Bariga à l'époque à la tête. Voilà. Et que à Togo Télécom 2, on a mis un certain nombre de points. Je crois qu'il y avait 42 sur le papier. Et on a dit avec quel point commencer. Et on avait dit, au niveau de l'opposition, il faut commencer par la limitation de mandat. Et lui dit, mais je ne vais pas venir à un dialogue et on m'envoie, c'est celui qui est au pouvoir, c'est celui qui peut le faire partie, c'est ça que vous voulez mettre en premier point. Nous sommes d'accord de discuter de la limitation de mandat. On le met sur un papier. Mais choisissez un sujet banal dont on fait le point numéro 1. Et on peut faire de la limitation de mandat le point 2. Au niveau de l'opposition, nous avons refusé ça jusque Togo Télécom 2 a capoté. Oui. Et ça, chaque fois que vous vous retrouvez un peu, Pascal Bodiona continue de dire, ça il ne comprend pas. Il n'a jamais compris que le problème qui s'est posé, tout un dialogue a capoté, c'est le fait qu'on dit par quel sujet commencer. Et je crois autrement dit, l'opposition n'avait pas pu trouver un consensus par rapport au sujet à discuter en premier lieu. C'est ça qui a fait que le dialogue a pris fin. Alors, je comprends que si c'est... Et vous n'avez pas tiré les leçons. Et c'est ce que je tire, non? C'est pour ça que quand vous posez la question sur la personne, je dis, parlons de ces actes au lieu de la personne. Si c'est dans cette lignée de dire, oh, on peut obtenir un certain nombre de concessions au Togo, et que, voilà, un certain nombre de problèmes, de maladresse, qu'il faut qu'on n'arrive pas à aboutir. Si c'est dans cet état d'esprit qu'il est retourné là-bas, je considère que, en tout cas, si c'est ça qu'il met en œuvre, il peut faire un travail. Mais ne me demandez pas de discuter des hommes, parce que moi et lui, depuis l'université, on s'est opposé, il était non, il n'était pas au Hakam. Ah, d'accord. Non, non, Bodiona était secrétaire général de, comment on appelle ça? AETB, un truc comme ça. Il y avait le Monesto, il y avait une autre organisation qui était derrière. Il n'était pas au Hakam. Et nous, on était dans le collectif des mouvements estudiantins. Donc, on était dans les camps opposés. Mais, quand moi, je suis parti en Europe, en exil, je suis revenu, il était ambassadeur, il est revenu. Les cadres dans lesquels on se retrouvait, c'est dans ces cadres de dialogue-là. Et j'avais senti que il épousait la méthode de dialogue. C'est-à-dire qu'il, malgré tout ce qu'il est dans le régime, il était pour le dialogue. Et quelquefois, quand le dialogue échoue, il se plaint du fait que l'opposition n'ait pas pu trouver la lumière pour qu'on puisse parvenir à quelque chose. Est-ce que, quand il a eu des problèmes, je me suis demandé, est-ce que c'est pas ça qu'on lui reprochait? Qu'on croyait que, en voulant aussi que les dialogues réussissent, il voulait aider l'opposition. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que, revenu là-bas, surtout qu'on l'a mis sur les questions politiques, qu'il n'oublie pas sa propension de vouloir que les dialogues réussissent. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Mais c'est dans toute cette atmosphère-là que Monseigneur Podjo, lui, a tiré sa révérence. Et c'est à l'exil, en exil, pardon, malheureusement. Mais vous l'avez aussi appris, cette mauvaise nouvelle. Oui. Moi, j'aurais dû, au début de cette émission, faire une minute de silence ou une petite prière en l'honneur de Monseigneur Podjo, que moi j'ai connu personnellement. Hein. On était, pour dire, ces jeunes. Monseigneur Podjo n'est pas politique. Il a fait des erreurs, mais il est un combattant de la démocratie. Mais il est un bon et un vrai combattant de la démocratie, au-delà de nous tous politiques qui sommes ici. C'est-à-dire que lui, il a combattu pour la démocratie sans vouloir tirer quelque chose pour lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tiré aucun poste, aucun avantage personnel de lui-même. Monseigneur Podjo, pour moi, au Togo, c'est le Desmond Tutu. C'est exactement le Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, derrière Mandela. Voilà un peu le combat qu'il a essayé de mener. On était parmi les jeunes à la conférence nationale qui l'on va porter à la tête de la conférence nationale. Parce que quand on était allé à la conférence nationale, il y avait Isidore de Souza qui avait présidé la conférence nationale du Bénin. Quand nous sommes rentrés dans la salle, il s'est fait que Monseigneur Dossé, qui était l'archevêque de Lomé, c'était le système en place, hein, avait un peu de la bienveillance à l'égard du pouvoir. Parce qu'au moment là, c'était le parti unique. Et que même l'église, etc., il y avait un mélange entre le pouvoir, etc. Il était bien avec le pouvoir en place. Donc, comme les gens étaient dans la révolution démocratique, les gens n'étaient pas pour le porter à la tête de la conférence nationale. Donc, c'est comme ça que de manière un peu unanime, nous les jeunes, un certain nombre de personnes, nous avons décidé de toucher nos aînés qui étaient là en ce moment. Il y avait Fabre était là,
et Nicolas Lawson était là, Madame Adjamagbo était là, Maître Agboibo était là, Joseph Kofigo était là, et Jean Degli était là, et c'est lui qui dirigeait même le groupe des jeunes. En tout cas, c'est lui qui nous donnait, nous, les ordres. Et d'ailleurs, il a été nommé par après rapporteur de la conférence nationale. Donc, ils étaient là, et ensemble, nous avons porté le choix sur Monseigneur Podjo. Ils étaient 3 dans la salle. Il y avait Dovin Dan, il y avait Dossé, et il y avait lui-même. Ce qui m'a étonné, ce serait dans l'opposition togolaise, ou dans un certain nombre d'oppositions, que un autre évêque aurait dit non, 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 pourquoi c'est lui, alors que c'est moi, je suis l'archevêque. Mais quand nous avons porté notre choix sur lui, et c'est ça, c'est peut-être ça que quand je vais dans des émissions, et moi je dis je suis un fervent catholique, ce n'est pas que je ne reconnais pas ma religion péda, c'est que on apprend là-bas des choses, c'est le fait que moi je suis. C'est comme un seul homme, ils se sont regroupés autour de Monseigneur Podjo, et c'est de manière unanime, et de bon cœur, c'est-à-dire comme bon enfant, longtemps, qu'ils ont accepté. Et il avait soutenu. Il avait soutenu qu'il fasse cette mission-là, et il l'a fait, il est devenu président du Haut Conseil de la République. Imagine, ce serait été au sein de l'opposition, qu'on aurait dit, ah, pourquoi ce n'est pas moi? C'est moi qui ai plus de ci, pourquoi ce n'est pas... Voilà ce que nous pouvons apprendre de ces gens-là. Voilà. Et donc, actuellement, d'aucuns demandent au pouvoir de Lomé qu'il faut rapatrier son corps pour qu'il soit inhumé sur sa terre natale. C'est un devoir. C'est un devoir parce que Monseigneur Podjo a été président de la conférence nationale, mais il a été président du Parlement de transition. Oui. Alors, voilà. C'est une question de droit. Ce n'est même pas une question de faveur. Ce qu'on doit à un président, aux anciens présidents de l'Assemblée. Et au-delà de ça, au moment où il présidait la conférence nationale, il était chargé de nommer celui qui devait avoir le plein pouvoir, notamment Kofigo après. Donc c'était un poste encore plus élevé. On doit lui rendre cet honneur-là. C'est un devoir. Aujourd'hui, je ne vais pas dire si quelqu'un d'autre de l'opposition devient président et nous vieillissons et que quelqu'un a été président devait mourir parce qu'ils sont de 2 camps différents, que l'un n'a pas le droit de rendre des honneurs à l'autre. J'ai critiqué ça lorsque Edem Kodjo était décédé et lorsque Maître Agboibo était décédé. Dans mon entendement des choses, à l'enterrement d'un ancien Premier ministre, il doit avoir le Premier ministre en place. Parce qu'il est son prédécesseur. L'honneur est rendu comme ça. C'est ce qui devait être fait. Donc pour moi, c'est la République et que la République et rien d'autre. Monsieur Gado, vous êtes sur le 92 02 80 63. Votre question, bonjour d'abord. Oui, bonjour monsieur. Oui. Monsieur Kissi, meilleur vœu. Merci, mes vœux réciproques. Hein? Merci monsieur Kissi. Bon, voilà ma question. Vous savez, j'ai l'impression que l'opposition aide le pouvoir à garder le pouvoir, ou l'opposition donne le pouvoir toujours au pouvoir. À chaque élection, problème. Maintenant, s'il y a élection maintenant, comment le cas peut participer aux élections? Vous êtes divisé. Est-ce que vous allez participer aux élections ou bien vous allez laisser tomber? Merci. Bien noté, monsieur Gado, pour cette question. Et nous avons derrière lui, monsieur Ayaovi. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez une question à notre invité. Oui, je salue l'invité. Moi, je vous réponds. Je lui remercie. Parce que chaque moment, si je l'écoute, il parle avec son cœur pur, quoi. Et ça, je le félicite. Merci. Mais ce que je demande, les autres opposants, est-ce qu'ils fassent pour le peuple? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose à gagner pour le peuple, pour que le peuple aussi soit libéré, pour gagner le pain quotidien? Parce que le peuple ne veut rien de manger 3 fois par jour, de gagner quelque chose. D'accord. Bien noté, monsieur Ayaovi. Alors, voilà, le temps oblige, sinon c'est nous-mêmes qui avons posé ça ainsi. L'opposition aide le pouvoir à garder le pouvoir. Non, ce qu'il voulait demander, M. Gado, c'est de savoir si nous allons participer aux élections. Non, d'abord, mais il avait dit quand même qu'à chaque élection, toujours des disputes, des quiproquos, des invectives entre vous, des incompréhensions. Est-ce que vous n'aidez pas le pouvoir à garder le pouvoir? Vous avez totalement raison. C'est lui qui a posé la question. Vous avez totalement raison. Moi, je n'ai cessé de dire, et ça fait des années que je n'ai cessé de dire que ce n'est pas le pouvoir qui est fort, c'est l'opposition qui est faible et divisée. Vraiment. Il y a des choses qui ont été faites quand vous vous rappelez de la marche du CSC. Et vous vous rappelez surtout de l'événement Tikpi. C'est-à-dire que cet événement-là devait aboutir à un bon accord, une bonne transition. Moi, je ne suis pas pour les coups d'État, hein, et je ne suis pas pour... en fait, je suis un démocrate, un vrai. Et je ne suis pas pour les coups d'État. Même si les gens disent qu'il y a des coups d'État salutaires. J'ai toujours la peur que ce soit les militaires qui viennent d'abord. Ou bien,
quand quelquefois c'est la rue qui renverse le pouvoir, pour pouvoir ramasser ça après et retrouver, et c'est difficile. Oui. Et c'est pour ça que j'évoque les faits là, qu'on évoque ailleurs pour dire, c'est mieux quand nous nous posons le problème au CPC, de régler le problème pour que ces genres de choses-là n'arrivent pas. Maintenant, c'est nous qui sommes divisés. Moi, je ne comprends pas que devant ce pouvoir-là, soixantenaire qui est là, et tout ce qui se passe, les détournements, ce qu'on reproche, la crise Covid, quand vous les détournements d'argent, le pétrole gate, quand vous voyez tout ça et vous voyez la misère dans laquelle vivent les Togolais, quel problème peut-il y avoir entre moi, par exemple, et Maître Apevon? Quel problème peut-il y avoir entre Maître Apevon et Madame Adjamagbo et qu'ils ne peuvent pas le régler et qu'on constitue un bloc démocratique pour aller vers le pouvoir et qu'on est obligé chacun dans son camp de faire quelque chose? Et donc, somme toute, selon vous, l'opposition est faible, c'est pourquoi? Est divisée et faible, c'est pourquoi? Et s'il y a élection aujourd'hui, d'ailleurs, les élections s'annoncent ou annoncent les couleurs. Oui. Puisque nous avons appris que dans les offices de certains partis politiques, les gens commencent déjà pas à faire le dépôt des candidatures pour que les gens soient positionnés. Mais vous, au niveau du CAR, est-ce que vous irez à cette élection? Prenons le CAR transition. Voilà. Non, on ira à ces élections. On ira à ces élections. Oui, on ira à ces élections. Et ça fait longtemps qu'on le déclare, qu'on ira à ces élections. Donc, vous irez au niveau de vous et le camp, M. Nador, vous irez à ces élections toujours au nom du CAR. Et maintenant, M. Daté et son bureau, ils iront aussi à ces élections au nom du CAR. Non, soyons honnêtes, M. Joachim. L'affaire est pendante devant la justice. Oui. Et il y a urgence que ça soit tranché, qu'on sache à quoi on est. L'affaire est pendante devant la justice, mais quand même, le CAR participe aux réunions convoquées par le gouvernement. Oui, mais ça, c'est le gouvernement. C'est le CPC. C'est pour ça que nous vous disons que le gouvernement ou le pouvoir n'a pas dans nos textes un mandat d'accepter un parti et de refuser un autre. Ou lorsque vous organisez un congrès, de dire que c'est ceux-ci qui sont légitimes. Et non, l'affaire est pendante devant la justice. Et c'est pour ça que nous disons, Beliki a dit la dernière fois que ceux qui sont plus ou moins acceptés par le pouvoir. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est eux qui sont acceptés par le pouvoir. Mais nous, on est un parti d'opposition. Il y a aujourd'hui le CAR d'Agboibo et le CAR du pouvoir. Et nous, le CAR d'Agboibo, on continue de faire la lutte comme Sonko l'a fait. Le CAR du pouvoir. Ah, mais ils disent qu'ils sont acceptés par le pouvoir. Ils l'ont dit, eux-mêmes l'ont dit, M. Beliki l'a dit aussi, que c'est eux qui sont plus ou moins acceptés par le pouvoir. Donc, il y a ceux qui sont acceptés par le pouvoir et il y a nous, qui sommes un parti d'opposition, le CAR d'Agboibo. Et c'est la justice qui va trancher. C'est la justice qui va trancher. D'accord. Et nous mettons nos listes par rapport à ce que la justice a tranché. Si la justice n'a pas encore tranché, ça veut dire que dans les règles, aucun d'entre nous, une accord qui est pendant devant la justice, aucun d'entre nous ne peut aller aux élections avec ce nom. Quand vous connaissez les règles, c'est ça. Ça veut dire que chacun doit chercher avec quel nom il doit y aller. Au cas où la justice ne tranche pas avant les élections, ni l'un ni l'autre ne doit faire acte de candidature. Ce que je connais du droit, c'est que pendant qu'une affaire est pendante devant la justice, vous ne pouvez pas utiliser. D'accord. Vous le savez aussi. Les autres opposants, est-ce qu'ils cherchent réellement à gagner pour le peuple ou bien peut-être ils tirent toujours le dard de leur côté pour leur bien personnel, intérêt personnel? Oui, mais je crois que c'est la pression que la population a le devoir de faire. La pression, la population a le devoir. Parce qu'on dit opposant. Quand vous-même, au niveau de la population, vous ne faites aucune pression, vous ne démontrez pas aux gens que voilà vers quoi vous voulez aller, les opposants vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous considérons qu'il doit y avoir un bloc républicain. Et le bloc républicain, ce n'est pas seulement pour, dans l'optique de renverser le pouvoir. Parce que quand vous arrivez à former un grand bloc au sein de l'opposition, le pouvoir a aussi une interface. Le pouvoir a un interlocuteur. Vous avez vu au niveau de la C14, on savait dans le pays ce que tel parti du peuple soutient et ceux qui sont derrière ceci. Donc à partir de ce moment, la communauté internationale a su que c'est les protagonistes. Le fait de former un bloc républicain voulait dire qu'on sait en même temps que voilà, le pouvoir sait aussi avec qui discuter pour parvenir à des accords qui permettent l'alternance et le changement. Voilà les raisons pour lesquelles... Monsieur Kissi, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. D'autres occasions nous permettront de parler de l'AMU, Assurance Maladie Universelle. Certainement, vous avez déjà inscrit votre nom et on verra bien la suite. Merci. Je suis assuré déjà par... non, en tant que conseiller municipal. On a une assurance particulière aussi. Les conseillers municipaux, c'est
en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est privé. Maintenant, on attend de voir pour nous qui sommes grande majorité. Monsieur Kissi, merci et très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Ascol, merci pour l'accompagnement technique, Claudia Adino et puis notre frère Mjoy, et bonne journée à toutes et à tous.